Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci également au Forum pour tout ce qui est entrepris. Le Forum est un lieu où, en tout cas à Paris, nous avons eu l'occasion de faire des réunions sur d'autres thématiques. Un lieu qui nous a toujours été ouvert. Donc, je suis Hamzat Boukari Yabara, je suis historien, je suis notamment l'auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, qui est justement l'un des livres références sur le panafricanisme, qui est une histoire dans laquelle justement les migrants, les migrations ont tenu un rôle fondamental, puisque cette Afrique s'est aussi construite par l'extérieur, par la diaspora, et que le panafricanisme est justement né dans la diaspora. Donc du coup, lorsque la thématique m'a été proposée il y a quelques jours par Armand, eh bien, j'ai tout de suite accepté de venir depuis Paris, puis de repartir parce que j'aurai des engagements juste après. Alors je m'associe totalement à la lecture qui a été faite par Edgar concernant donc la nécessité de penser des défis africains à partir d'ici et de voir comment mettre en lien des convergences. Et donc mon intervention sera plus entre guillemets une réflexion déjà sur ce qui a déjà été dit et aussi quelques apports assez personnels. Déjà, je crois qu'on peut partir d'une question qui est de comprendre comment peut-on être utile ici et là-bas et qu'est-ce que l'on entend par l'utilité. Et je crois que derrière cette notion d'être utile, il y a au moins 4 points qui me semblent intéressants. Le premier, c'est la responsabilisation. Donc comment déjà, en tant que migrant ou en tant que structure, travaillant sur les besoins ou les projets des migrants, nous arrivons à mettre en place des outils de responsabilisation. Le deuxième élément, c'est celui de la solidarité, puisque les structures de migrants sont nécessairement inscrites justement dans des logiques de solidarité qui visent notamment à reproduire à la fois une situation, puisqu'il y a toujours des migrants qui arrivent, comme ça a été expliqué auparavant, et en même temps faire en sorte qu'il y ait une vie entre guillemets post-migrant. Nous ne pouvons pas rester éternellement migrants, même si nous sommes dans un monde qui bouge, qui circule. Nous sommes amenés d'une certaine manière à nous sédentariser, même si aujourd'hui les éléments font qu'on peut rester dans la mobilité. Le troisième point, c'est celui de l'investissement, apprendre également dans le sens de l'engagement. Donc à la fois comment on investit, c'est-à-dire comment on envoie des compétences, des ressources, des informations dans un projet particulier, et comment également on s'engage dans ce projet-là. Le quatrième point, c'est la notion de déplacement, qui renvoie donc à l'identité justement du migrant. Et je crois que ces 4 points, donc responsabilisation, solidarité, investissement, déplacement, eh bien ce sont des points qui fondent ce que j'appellerais la doctrine de la responsabilité. Et cette doctrine de la responsabilité, on la retrouve effectivement davantage dans les communautés de migrants dits entre guillemets anglo-saxons, puisque la colonisation britannique et la décolonisation des colonies britanniques s'est accompagnée d'une capacité à donner plus de responsabilité aux Africains concernés. Donc ça aussi c'est l'une des fractures des différentes et nombreuses Afriques qui fait que dans le cas francophone, on a, je dirais, du retard par rapport à d'autres diasporas, par rapport à d'autres catégories de migrants qui elles ont davantage intégré, endoctriner d'une certaine manière cette notion de responsabilité. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre point qui me semble également intéressant, c'est que les nouvelles technologies aussi ont apporté quelque chose d'extrêmement différent par rapport à la manière dont justement cette notion de migrants et d'investissement se conçoit et se perçoit. On a sur le continent africain un boom technologique qui est passé effectivement, comme c'était rappelé, par le téléphone portable, à tel point qu'on a un continent qui est beaucoup plus maillé par le téléphone portable que par l'électricité. Donc ça amène à réfléchir sur des structures, des infrastructures qui ont été mises en place sur certains points de télécommunication et qui doivent être mis, je pense, sur des points beaucoup plus basiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez étrange et qui est dans l'air du temps, où on considère que l'accès à la téléphonie mobile, l'accès à l'Internet est devenu un droit humain au même titre que l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à l'alimentation. Alors que ces accès basiques, l'eau, la santé, l'éducation, ne sont même pas garantis. Donc ça nous amène aussi à réfléchir sur ces notions
de développement, d'accès à des droits qui renvoient aussi à une logique qui est plutôt, voire même totalement néolibérale. Ensuite, il y a aussi dans ce positionnement du migrant deux formes de développement que je vois. Le premier, c'est un terme qui peut être un peu violent et brutal, c'est la notion de développement séparé, donc qui renvoie à des formes d'apartheid, puisque quand on est en situation de migration, on est dans une situation de développement séparé vis-à-vis des locaux qui bénéficient de sources et de ressources différentes, et en même temps de développement à distance. Donc comment on développe son territoire d'origine, ou comment on développe un projet en lien avec son territoire d'origine à distance. Et ça, je crois que ce sont des points qui doivent être également creusés et réfléchis. Également, un point que j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention précédente, effectivement, c'est la nécessité de s'appuyer sur les migrants qui connaissent mieux leur territoire d'origine que les pouvoirs publics d'ici qui intentent des projets de développement, on va dire, exogènes en Afrique ou ailleurs. Et ça, en fait, ça renvoie aussi à tout un point qui n'a jamais été décolonisé, qui est le point de l'expertise. L'expertise occidentale sur l'Afrique est aujourd'hui beaucoup mieux vue, ou en tout cas beaucoup mieux soutenue que l'expertise africaine sur l'Afrique même. Et donc là aussi, on a, je pense, un déficit qui doit être comblé, ou en tout cas dont on doit avoir conscience. Ensuite, dans l'approche de la question des migrants par le panafricanisme, il y a bien évidemment la nécessité de dépasser l'espace d'origine, c'est-à-dire que quand on vient d'un territoire bien localisé sur le continent africain et qu'on est en situation de migrant, il faut concevoir le réinvestissement dans ce territoire d'origine, mais au-delà. Et quand on voit, par exemple, la manière dont je vois que le COSIM, par exemple, s'est réaménagé, à travers notamment les nouvelles géographies, les nouvelles territorialités qui font qu'on parle aujourd'hui de COSIM Hauts-de-France, et que finalement, ici, à Lille, on est dans une région européenne, eh bien, il faut être capable aussi de varier les échelles. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà pensé dans le panafricanisme. Ce rapport à l'espace d'origine, également à l'espace d'accueil, et comprendre que si, dans l'espace d'accueil, on est capable de faire bouger les géographies, les frontières, les territorialités, eh bien, il faut que dans l'investissement au niveau du territoire d'origine, on ait cette même capacité à faire bouger justement les lignes d'appartenance. Ensuite, un point également très intéressant dans la lignée de cette remarque, c'est aussi le phénomène des repatriés, qui est le terme, on va dire, plus politiquement correct de ce qu'on appelle les diaspos, donc c'est-à-dire les jeunes ou moins jeunes de la diaspora qui retournent sur le continent africain, pas forcément dans le pays d'origine, parce qu'ils y voient justement un certain nombre d'opportunités. L'Afrique est vue comme un marché, c'est le lieu où la croissance va se construire au XXIe siècle et tout le monde doit être présent. Les non-africains y sont présents de manière ostentatoire, sans aucune honte, sans aucun complexe, depuis souvent très longtemps. Et donc on voit de plus en plus une diaspora qui comprend elle aussi qu'elle doit se positionner sur ces terrains-là, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce que dans les écoles de commerce, dans les formations professionnelles pour apprendre à investir, eh bien on apprend souvent aux jeunes à investir en Asie, en Amérique, en Europe, mais rarement en Afrique. Comme s'il y avait aussi là aussi une sorte de chasse gardée sur l'apprentissage de l'investissement en Afrique. Donc là, il y a un travail à faire de lobbying auprès des chambres de commerce africaines, mais également, je pense, occidentales, pour que la question de l'investissement en Afrique puisse faire l'objet, je pense, de cursus relativement sérieux et, je dirais même, démocratiques, et qui soit impulsé par les migrants ou acteurs socio-économiques africains qui ont cette connaissance-là. Dans la lignée de ce phénomène des repatriés, se pose également une réflexion, on va dire, administrative sur les logiques de citoyenneté, de binationalité. Donc on voit le débat actuellement en France. Il faut savoir que ce débat se pose aussi dans pas mal de pays africains où selon que vous ayez la nationalité ou pas, vous avez plus ou moins de droits. Donc moi, personnellement, généralement, j'encourage tous les jeunes Africains qui n'ont que la citoyenneté ou la nationalité française à faire les démarches pour avoir effectivement une nationalité ou une citoyenneté d'un pays d'origine africain. Parce que c'est particulièrement utile, notamment pour investir. Moi, dans mon cas personnel, je suis né au Bénin, j'ai un passeport béninois,
Et ça me permet aussi d'avoir accès à des facilités que donne ce passeport béninois, comme par exemple la capacité de s'installer légalement en Afrique du Sud. Le passeport béninois donne ce droit-là. Pareil, d'aller sans visa au Congo-Brazzaville. Donc on a aussi des facilités qui sont liées à des accords bilatéraux entre les pays africains, dont les jeunes de la diaspora doivent être informés pour penser aussi, enfin pas que les jeunes de la diaspora, mais dont les entrepreneurs migrants de la diaspora doivent être informés aussi pour se repositionner sur ces questions-là, en sachant qu'un pays comme le Bénin est la porte d'entrée du Nigeria, qui a un marché très important et très intéressant. Ensuite, la réflexion également sur la féminisation de la migration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que plus d'un migrant sur deux est en fait une migrante, et du coup ça change totalement le rapport au type de formation, au type de besoins, au type de projets qui sont portés par ce nouveau profil de migrants. Et donc là aussi cela doit être pris, je pense, en compte de manière assez cohérente. Les enjeux également de requalification, déqualification. On a des jeunes effectivement qui prennent le bateau, qui ne savent pas nager, qui arrivent ici, qui se retrouvent dans des conditions difficiles, à Lille, en région parisienne, en Italie, etc. Et je crois que dans ces jeunes-là, eh bien, on constate, là aussi c'est un élément sociologique qui a été établi par des travaux, de la même manière qu'il y a une féminisation, on constate que dans ces jeunes, il y en a de plus en plus qui sont effectivement diplômés, qui ont des compétences. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Et même ceux qui arrivent dans des conditions légales, notamment pour étudier, sont parfois amenés à connaître une forme de déqualification professionnelle du fait de leurs origines. Donc ça peut être lié à des formes de racisme de la société française, mais cela peut être aussi lié à des opportunités auxquelles on n'a pas accès du fait d'être immigré ou étranger. Et cette notion de déqualification, la meilleure manière de la surmonter, c'est de passer par des processus de repolitisation. Et ça aussi, ça renvoie à une évolution des migrants et de la diaspora qui, à un moment de son histoire, dans les années 70-80, s'est de plus en plus dépolitisé du fait des situations dans les pays d'origine pour se recentrer sur des projets, on va dire, concrets, des projets d'investissement concrets. Et aujourd'hui, on voit que la donne est en train de changer et qu'il y a une nécessité de repolitisation des projets des migrants, de repolitisation également de la position des migrants, puisque dans le débat politique français et européen, les migrants sont instrumentalisés. Donc il faut qu'il y ait aussi ce travail-là qui soit fait, à mon sens. Également, un point, je pense, qui est sous-jacent aussi dans ce qui a été évoqué, c'est la concurrence visible ou invisible entre les États africains et les diasporas africaines dans la captation des fonds, des ressources publiques pour l'aide au développement, ou enfin la dite aide au développement, ou d'autres moyens d'investissement. Là aussi, j'ai eu l'occasion d'échanger l'année dernière avec la représentante de l'Union européenne auprès de l'Union africaine, qui en fait, on a débattu des ressources économiques que représentent les migrants africains en Europe et de la nécessité de savoir comment les inclure justement dans des projets d'aide au développement et dans des politiques publiques. C'est-à-dire que les politiques publiques, telles que ça a été souligné, d'aide au développement, n'ont pas du tout donné leurs fruits. Donc aujourd'hui, il faut les repenser totalement. Mais elles ne peuvent être repensées que si on met les premiers concernés en position décisionnaire. Donc ça nécessite de faire en sorte que les différentes structures de migrants, COSIM, FORIM, etc., puissent effectivement avoir une entité juridique solide qui leur permet d'avoir de vrais partenariats d'égal à égal. L'Union africaine, par exemple, a fait de la diaspora la 6e région du continent africain, sauf que, au contraire de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe, la diaspora n'a pas d'entité juridique. Il n'y a pas de représentant de la diaspora en tant que tel. Il n'y a pas de parlement de la diaspora africaine. Par conséquent, on est pénalisé dans tous les partenariats, entre guillemets, gagnant-gagnant, que en tant que diaspora, on pourrait faire avec le continent africain et que d'autres, la Turquie, le Japon, etc., font avec l'Afrique chaque jour. Alors, enfin, il y a d'autres points également qui me semblent importants à souligner. C'est une réflexion sur comment se reproduit la diaspora.
et également comment la diaspora entretient ce lien avec le continent ou la terre d'origine. Moi, je travaille aussi avec une association qui s'appelle Diaspora Solidaire Participative, qui elle a pour objectif de mettre en relation des personnes de la diaspora qui repartent en vacances dans le pays d'origine et qui en fait présentent une compétence et qui sur le temps de leurs vacances peuvent prendre 2-3 jours pour, par exemple, faire une formation professionnelle dans leur secteur de compétences pour une entreprise ou un service local. Et ça permet à ceux qui sont dans la diaspora, qui ont fait leur parcours professionnel, leur carrière dans la diaspora, eh bien déjà d'avoir une petite expérience professionnelle sur le continent africain et parfois, dans certains cas, d'être ensuite embauchés sur le continent africain. Il y avait par exemple l'exemple d'une femme qui était femme de ménage dans un hôtel de la région parisienne, qui était partie dans un pays africain, qui avait formé les femmes de chambre de cet hôtel-là, qui était un hôtel de standing. Et un peu plus tard, l'hôtel lui a proposé un poste d'emploi de gouvernante dans cet hôtel sur le continent, avec un meilleur salaire, une meilleure considération, une prise en compte de son expérience professionnelle. Donc ça, c'est par exemple une association qui fait ces choses-là. Il y en a d'autres aussi qui font beaucoup d'autres choses. Dans les investissements que l'on fait vis-à-vis de nos pays d'origine, il y a souvent le bâtiment et la construction. Souvent, on envoie de l'argent pour construire une maison. Donc là, récemment, j'ai appris qu'il y a 2 jeunes entrepreneurs qui veulent lancer un programme qui aide justement la diaspora à suivre sur le terrain ces projets de construction. Mais selon moi, c'est insuffisant parce que ce type de financement ou d'investissement nécessite que la diaspora soit également présente dans la mise en place des politiques d'urbanisme dans les pays africains. Parce que ça ne sert à rien de construire au pays si autour de ce que l'on construit, il n'y a pas de politique d'urbanisation. Donc il faut également que l'on soit présent dans cet aspect-là. Sur la question du transfert d'argent, là aussi c'est important de rappeler qu'effectivement les Chinois, enfin les Asiatiques de manière plus générale, les Sud-Américains, donc les diasporas et les migrants chinois et sud-américains, on voit dans leur territoire d'origine beaucoup plus d'argent que ce que les diasporas africaines envoient en Afrique. Donc il y a effectivement souvent ce discours de la diaspora africaine qui développe le continent africain, mais en même temps il faut toujours relativiser par rapport à d'autres diasporas qui, elles, en situation de migrants, disposent d'une réserve économique beaucoup plus importante et qui du coup peuvent impulser un développement à distance beaucoup plus important dans la consommation, les investissements, les projets concrets. Merci. Juste une seconde. Oui. Très bien. J'ai un problème technique qui change juste la cassette 2 secondes. Comme ça te permet de souffler. On peut avoir une bouteille d'eau pour cher camarade Boukari. Merci. Oui. Avant de rentrer dans les questions, je voudrais bien, peut-être que ce sera le permis, avoir leur vision sur ce qu'on appelle l'investissement politique des migrants de manière générale. Mais ça, à tout le monde. D'accord. Oui, on pourra y revenir, mais je pense que dans le développement, il y a quelques éléments qui ont été donnés dans les enjeux. Oui. Allez, c'est parti. Je vais relancer là, merci. Oui, donc cette question du transfert d'argent, je pense qu'on peut encore l'optimiser de manière beaucoup plus intéressante. Et d'ailleurs, les sociétés de transfert d'argent, les frais pour envoyer de l'argent en Afrique, je crois que c'est les plus chers, c'est plus cher que nulle part ailleurs. Donc là aussi, il y a une réflexion à avoir sur ces organismes, en sachant que d'autres diasporas, notamment la diaspora haïtienne, qui, elle, envoie beaucoup d'argent en Haïti vis-à-vis de la situation d'Haïti, a compris justement le mécanisme de prédation de ces compagnies de transfert d'argent et a développé en fait des réseaux alternatifs. Ensuite, l'accès à l'information, ça a été souligné, là aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important et souvent ça va effectivement de pair avec l'accès à l'énergie, puisque c'est l'accès à l'énergie qui donne l'accès à la radio, à la télévision, à l'internet, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose où nous, en situation de migrants, nous n'avons pas ces soucis, mais nous avons d'autres soucis, je dirais, plus qualitatifs. La médiatisation des parcours de réussite de migrants. Là aussi, c'est un point, je pense, sur lequel nous pouvons encore faire mieux
encore apporter davantage de qualité, sans non plus tomber dans le mythe de l'Eldorado qui fait justement que notre jeunesse quitte le continent en pensant que c'est forcément mieux et plus facile ici. Donc là aussi, mettre, je pense, de la mesure et de la nuance dans tout cela. Enfin, réfléchir, je crois, sur les secteurs d'investissement qui ont un sens. Une population en bonne santé, c'est une population qui est génératrice de revenus. Et je pense que le secteur vraiment de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, c'est celui sur lequel on doit travailler au maximum. Aussi bien ici en situation de migrants que sur le continent où on voit par exemple tout ce que nous perdons en termes de déperdition des récoltes entre le lieu de production et le lieu de consommation ou de vente. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser et je crois beaucoup de relais à constituer. Donc personnellement, je le fais dans un cadre à la fois intellectuel, donc en produisant du savoir, en échangeant avec différentes structures. Je le fais également dans un cadre politique. Donc je suis secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Donc on travaille sur ces enjeux-là et on y est confronté à ces logiques de circulation en justement mettant en relation à la fois des Africains de différentes parties du continent que des Africains du continent et de la diaspora. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai tout de suite accepté la proposition d'intervenir devant vous. Et je pense que dans le cadre de l'échange qu'on aura, je ne pourrais pas rester longtemps, je devrais repartir par le train vers 14h. Mais en tout cas, dans l'échange que vous aurez, ensuite dans la suite de la journée, je pense qu'il y aura beaucoup de choses positives à retenir. Merci. Alors,